Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui partage astuces, méthodes et réflexions pour apprendre à vivre mieux avec moins autour de nous, même en famille et toujours dans la bonne humeur. Si vous êtes nouveau ici, je me présente, je m'appelle Hélène, je suis maman de 3 ados, minimaliste depuis plusieurs années et professionnelle du désencombrement certifiée. Et si vous n'êtes pas nouveau, eh bien bienvenue chez vous et merci de votre fidélité. Cette semaine, j'ai voulu essayer quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, réinviter une de mes invitées spécialistes du minimalisme, Julia La Tulipe, pour une séance de questions-réponses. Je lui pose les questions que vous vous posez régulièrement et que vous pouvez me poser sur Instagram. Alors c'est parti pour l'avis de Julia La Tulipe sur le tri et le minimalisme. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonsoir Julia. Bonsoir. Merci de bien vouloir revenir sur le podcast. Ça veut dire que la première expérience n'a pas été trop traumatisante. Non, tout à fait. C'est très bien passé. Oui. Bah écoute, c'est un épisode qui a beaucoup plu. J'arrête pas de dire que les papiers d'adoption pour toi sont au courrier. Je suis d'ailleurs très surprise que tu les aies pas encore reçus. Mais, ça ouais, va mince. tarder. Ouais, je pense qu'ils sont en route. Ouais. Oui, c'est à peu près sûr. Écoute, merci d'être à nouveau ici. Tu vas être la première à essuyer les plâtres d'un concept d'épisode que je voulais faire depuis longtemps, qui est juste un question-réponse. Je voulais trouver des invités auxquels je peux poser des questions qu'on me pose souvent, histoire qu'il y ait un peu de son de cloche, parce qu'on n'a pas forcément la même approche sur tout. Et du coup, je me suis dit, qui va être ma victime consentante? J'ai pensé à toi. Très bonne idée, c'est un très bon concept. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, cette fois-ci, je ne vais pas te présenter, parce que je l'ai déjà fait. Ils ont qu'à écouter l'épisode d'avant, que je mettrai en lien en description. Donc, je te propose, toi, de te présenter. Comment tu as envie de te présenter aux gens qui t'écoutent? Je m'appelle Julia, j'ai 24 ans et je suis minimaliste depuis mes 15 ans. Donc la particularité de mon côté, c'est que j'ai commencé jeune. Sur ce podcast, je sais qu'on parle aussi beaucoup des familles. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore fondé la mienne. Je vis avec mon compagnon à la campagne et je m'étiquette en tant que minimaliste, frugaliste, écolo sur les bords. Le frugalisme, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. C'était d'ailleurs le thème de notre épisode qu'on avait fait toutes les deux. Pour rentrer dans le vif du sujet, je me suis dit on va commencer par une question, peut-être la question qu'on me pose le plus toutes les semaines sur le podcast. J'en tremble. Les fameux au cas où. Comment tu gères, toi, quand tu es face à un objet au cas où? Donc, alors que ce soit en termes de tri, quand tu dois faire le tri chez toi, ou même quand tu es dans les magasins et que tu vois un truc et tu as le écoute, au cas où, il faudrait peut-être le coup de l'acheter. Alors, j'ai grandi avec le au cas où. Dans ma famille, c'était très, très, très présent. Désolée maman si t'écoutes le podcast. Mais j'ai été traumatisée par ça. En fait, on avait toujours tout sur nous. Il fallait tout prévoir, tout avoir dans le sac au cas où. Donc moi, je pense que j'ai pris le truc à l'inverse. Maintenant, je me force même à faire des sorties sans rien, dépourvu de matériel, si ce n'est que le portable, malheureusement, le fameux portable auquel on est toujours accroché. Mais j'essaye de plus trop avoir d'objets au cas où. Et en fait, dans mon minimalisme, je les supprime. Honnêtement, les situations que j'ai pas rencontrées depuis 6 mois, tout ce qui est en rapport avec ces activités potentielles, je les élimine ou bien je les stocke dans un endroit spécifique, mais au bout d'un moment, ils seront quand même désencombrés. Je garde pas de au cas où qui peuvent m'encombrer. Par exemple, un parapluie au cas où, oui, parce que c'est une situation que je rencontre régulièrement. Des skis qui sont là depuis 1950 dans le garage, mais j'ai jamais skié, non. C'est pas un au cas où que je vais garder. Donc tu regardes un peu la probabilité que ça puisse se passer, et puis t'as cette zone, t'as ce petit purgatoire du coup. Tu dis tu stockes quelque part et puis après tu vois. C'est ça, et puis après aussi, comme j'ai un côté frugaliste, je m'interdis entre guillemets d'acheter des choses pour une utilisation unique. Donc je préfère aller vers de la location ou demander à des gens s'ils peuvent me prêter les choses dans le cas où j'en aurais éventuellement besoin. Ou alors, si c'est une petite somme, si j'en ai besoin, je l'achète sur le moment et après je le désencombre. Un peu un talon d'Achille quand tu vas, ça t'arrive de faire les magasins. Il y a des types d'objets où tu dois te faire violence de pas les acheter au cas où. Alors en objet non, mais peut-être sur la nourriture. Parfois, on peut avoir tendance un peu à stocker en se disant je peux prendre un paquet de pâtes supplémentaires au cas où j'en aurais pas assez parce que c'est quelque chose que je sais que je vais consommer. Mais sinon, j'ai réussi quand même à faire pas mal le tri des au cas où. Je suis assez contente. Merci pour cette première réponse. Deuxième question, pas du coq à l'âne, mais presque. Je veux vivre avec moins, mais je ne sais pas par où commencer. Comment je fais, Julia? Je commence par où? Alors, tu écoutes le podcast d'Hélène. Ensuite, tu regardes les vidéos de Julia La Tulipe. En fait, je pense qu'il faut se documenter. On peut se faire accompagner, notamment par des professionnels comme toi, entre autres. Après, si on veut faire un peu plus... si on n'est pas dans la précipitation, parce que je pense que c'est un mode de vie qui prend du temps, si c'est quelqu'un qui veut se lancer, mais qui a quand même du temps devant soi, et qui comprend que ça va prendre du temps, c'est faire étape par étape, selon ce qui nous semble le plus facile sur le coup.
Il y en a, ça va être la garde-robe, il y en a qui vont commencer par la cuisine, ou alors par l'endroit qui les stresse le plus. Pourquoi on veut devenir minimaliste? On a tous une raison. Si c'est parce que vous en pouvez plus de voir votre garde-robe qui déborde, eh ben on s'attaque au premier problème et on fait étape par étape. On peut pas tout trier du jour au lendemain et avoir une maison, passer d'une maison encombrée à épurée en 2 minutes. Ou alors il faut se faire accompagner pour aller un peu plus vite. Ouais, j'aime bien cette théorie de commencer par ce qui nous fait le plus souffrir au quotidien. Alors après, ça dépend. Si c'est ta cave qui te fait souffrir le plus au quotidien, commencer le tri par la cave, mais alors bonjour quoi. Ouais, il faut voir ce qui nous donne aussi, qui nous semble accessible. Ouais, t'as raison. On va pas tout de suite Ouais. s'attaquer peut-être au désencombrement de la maison dans sa globalité, mais par un petit point qui vous semble soit tellement encombré que vous en pouvez plus et là ça y est, vous êtes déterminé à tout trier, ou alors dans le cas effectivement le plus facile, le truc le plus simple pour vous qui vous semble accessible, même avec peu de temps. Écoutez, si vous écoutez cette réponse, je vous invite à penser à ce qui vous fait le plus, l'endroit de la maison qui vous sort le plus par les yeux, même si c'est juste un tiroir, le fameux tiroir à bazar. T'en as un tiroir à bazar ou pas? Je dirais que oui, parce que mon espace est partagé avec monsieur, qui a pas mal d'outils. Il existe même chez les D'accord. minimalistes et c'est pas grave, mais il me cause pas de stress particulier. Je pense que même 5 minutes par jour sur un petit tiroir à bazar comme ça peut déjà aider les personnes qui souhaitent se lancer. Toi, tes tris, tu les fais régulièrement. T'as une routine, genre à chaque changement de saison, je refoule le nez dans tout ce que j'ai, ou c'est un truc que tu fais un peu au fil de l'eau? Je dirais les deux. Les changements de saison, c'est bien parce que on voit ce qu'on a utilisé. Toujours dans cette logique, si ça s'est pas passé dans les 6 derniers mois, bon ben, on va dire qu'on n'en aura pas besoin. Pareil pour les vêtements, si je les ai pas portés de toute la saison, à la fin, c'est vraiment le moment de les trier, effectivement. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles je passe un peu de temps tous les week-ends. Je regarde mes papiers, je regarde s'ils sont toujours d'actualité, je regarde un petit peu les vêtements, s'ils ont eu des trous, des choses qui sont passées dans la semaine, quelque chose qui a cassé. Je désencombre tout de suite, comme ça, j'accumule pas. Parlons d'un autre type d'objet qui est pas facile à désencombrer. Ce sont les objets sentimentaux. Est-ce que ça t'arrive de devoir te détacher d'objets auxquels tu tiens? Et si oui, comment tu fais? Alors oui et oui, effectivement que dans le tri des objets sentimentaux, c'est propre à chacun. Donc il n'y a pas de manuel ou de guide ou de théorie. Donc personnellement, je pense que de trier les objets sentimentaux, ça m'a fait grandir, ça m'a fait aussi, rentrer dans le monde adulte. Tout ce qui était à trait avec l'enfance, qui était chez les parents, j'ai beaucoup laissé chez eux, en fait, en finalité. Donc en m'installant toute seule, j'ai pris que l'essentiel. Et j'ai quelques objets sentimentaux qui se résument beaucoup à des photos, j'avoue. Après, en termes d'objets, là en face de moi, je vois que j'ai un petit souvenir de quand j'étais petite, une broderie de ma naissance. Mais après, si tu veux, dans ma chambre, c'est la seule chose que je rapporte à un objet sentimental, donc j'en ai déjà plus beaucoup. Donc tu dis que tu en as toujours chez tes parents par contre, ou ils ont ce que tu Ben, as je laissé, pense que ce ils que ont j'ai géré laissé ou a ils été ont gardé? gardé. Je pense que ça a été gardé, même si avec les années, ma mère, je pense aussi par ma démarche, a été plus ou moins influencée à se séparer de nos anciens vêtements, jouets, parce qu'elle voit aussi l'utilité qu'il peut y avoir derrière sur ces objets-là. Par exemple, des vêtements de bébé peuvent être revendus ou donnés à des assos qui en ont besoin, alors que nous, dans l'immédiateté, on les mettra pas et on va pas avoir un enfant demain à qui les donner. Ma maman, elle a une 50aine d'années, elle se sépare à peine des choses de notre enfance. Et moi, comme j'ai évolué avec le minimalisme, j'ai déjà plus vraiment d'objets sentimentaux alors que j'en ai 24. Après, en conseil, honnêtement, juste se dire que les gens ne vivent pas à travers l'objet. Je sais que dans des périodes de deuil, ça peut être compliqué, surtout de faire du tri quand on y est forcé. Dans mon cas, en fait, je me suis simplement dit que la personne ne vivait pas à travers l'objet. Et c'est pas en le désencombrant que ça allait faire quelque chose de mal ou enlever le souvenir que j'ai. Si justement ta maman nous écoute et qu'elle a du mal à se séparer, j'en sais rien moi, de tes cahiers d'école, de tes premières dents, de machin, des choses qui au final sont pas assez importantes pour toi pour que tu les aies gardées avec toi. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'aider dans sa démarche et peut-être la déculpabiliser ou Oui, ouais, en fait, je pense simplement l'aider? que d'avoir une autorisation un peu aussi de la personne à qui ça a appartenu également. Là, dans le cas de ma maman, c'était des choses qui m'ont appartenu. Donc moi, je lui ai déjà signalé qu'en fait, j'en avais plus besoin et que si elle voulait s'en séparer, elle pouvait. Après, je suis pas maman. Et peut-être que le jour où j'aurai un enfant, j'aurai envie de garder aussi certaines choses, tu vois, par rapport à son évolution, pour lui remontrer plus tard. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas de conseils à donner à ma mère ni lui dire quoi faire. D'ailleurs, c'est l'essence même de nos propos à chaque fois, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que si on prend du recul maintenant philosophiquement, le passé
c'est quand même le passé, il reviendra jamais. Les personnes qui ont vécu avec nous, même si elles ont laissé des objets, ne reviendront pas. Donc à quoi ça sert, entre guillemets, de nous encombrer l'esprit et des fois même de nous faire du mal à travers certains objets qui rapportent des souvenirs négatifs. Donc je dirais, si ça lui fait toujours du bien, plaisir et qu'elle a une idée derrière la tête, de me les remontrer un jour à un moment précis, pourquoi pas. Mais si elle-même, elle voit plus le sens et que ça lui rapporte juste une nostalgie négative, ben, faudrait qu'elle s'en sépare, quoi. Et puis il y a des doublons, j'ai fait un épisode là-dessus sur les doublons sentimentaux, quand on parle de, je sais pas si on veut garder les souvenirs d'enfance de nos enfants, est-ce qu'on est obligé de garder et tous les dessins, et les dents de lait, et le premier body, et le premier petit jouet, tu vois, Oui. est-ce que ça c'est pas aussi un petit peu des doublons, alors que juste une photo, ou alors juste le petit body quand ils sont sortis de l'hôpital, ou j'en sais rien, ça fait pas revenir de toute façon tous ces souvenirs. Donc les doublons sentimentaux, ça existe aussi en fait. C'est ça, il y en a qui se cantonnent aussi à des boîtes, tu sais, des boîtes à souvenirs. Donc ils se disent, bon, bah tout ce qui rentre dans la boîte, je garde, mais si ça dépasse 3, 4, 5, 6, 7, 8 boîtes dans ton garage, peut-être se dire, on va essayer de réduire et de devenir plus sélectif avec les années. Peut-être qu'au début, quand on a son enfant, bah tout nous paraît hyper important, mémorable et unique. Après, peut-être avec le recul, on se dit, bon, bah est-ce que garder ces dents de lait vraiment, c'est le meilleur choix à faire, je sais pas. Ça dépendra peut-être des personnes. Un peu Dexter, hein. Moi je trouve ça toujours glauque, hein. Ça fait toujours. Et Ouais. moi, perso, comment je garde des souvenirs, c'est les photos. Et sinon, je garde aussi en écrivant. Parfois, j'ai envie de garder un objet. Je le prends en photo. Et j'avais lu dans un livre, je pourrais plus dire lequel, j'en fais une description écrite. Comme si je faisais un petit poème à l'objet. Et du coup, j'en garde une trace à la fois écrite et un visuel en photo qui va me prendre juste une petite place sur ma clé USB. Et du coup, en fait, l'objet physique, par contre, il part, quoi. Mais écoute, c'est rigolo que tu dises ça. J'ai une de mes toutes premières invitées, c'était Aude, une illustratrice, et elle avait fait le projet de se débarrasser d'un objet par jour pendant 1 an pour se préparer à un futur déménagement. Elle a pris un carnet où sur une des pages, elle a dessiné l'objet, et sur l'autre page en face, elle a juste écrit en gros. Des fois, c'était juste voilà, je peigne. Je me suis séparée de ce peigne. Et des fois, elle écrivait un petit peu ce peigne que j'ai reçu de machin, il est un peu cassé, du coup, je vais le jeter. Ou ces boucles d'oreilles qui m'avaient été offertes par machin, elles me vont plus, du coup, je vais les vendre. Et c'était une super bonne idée. Et en tant que souvenir de vacances, je crois que j'ai trouvé le souvenir de vacances ultime. Tu vas me dire si tu valides, mais je pense que tu vas valider. Quand on est parti en vacances chez ma sœur cette année, ce que j'ai fait en fait, c'est que juste avant, on était dans un autre endroit encore en vacances en Bretagne, et on a trouvé un parfum d'intérieur en fait qui sentait trop bon au comptoir de marin, je sais pas quoi, un truc qui sent en gros qui te rappelait l'ambiance là-bas, quoi. Ouais. Donc voilà, donc en fait j'ai acheté ce truc, et quand je suis allée en vacances chez ma sœur, tous les soirs avant de me coucher ou le matin quand je me levais, je mettais ce parfum d'intérieur dans la chambre où on restait. Donc t'as créé un souvenir avec le parfum, mais quoi. totalement, parce que c'est tellement génial. un truc. Donc du coup maintenant c'est devenu mon parfum d'intérieur dans mon entrée. J'en mets pas tous les jours, mais de temps en temps, allez, une fois par semaine après avoir fait le ménage, j'en mets, mais je suis direct en vacances dans ma tête. Je repense à ces vacances, mais mieux que n'importe quelle photo ou je sais pas quoi. Donc, c'est ça l'essence même du minimalisme, en fait. T'as tout décrit en racontant cette histoire, qui est une anecdote très jolie, parce qu'en fait, la création des souvenirs va pas dépendre de l'objet en soi, mais plutôt du moment qu'on a vécu, de l'ambiance qu'on a côtoyé, les senteurs, que sais-je. Et du coup, ben, ça prouve bien que oui, ok, là, le parfum il t'aide, mais on n'a pas besoin d'objets pour se souvenir d'un voyage, ni même pour passer un beau moment ou s'en rappeler encore plus tard, quoi. Exactement. Alors, on va passer à une autre question. Celle-là, elle fait référence à la culpabilité. Alors, je vais te la poser en 2 fois parce qu'en fait, il y a 2 choses qui reviennent souvent sur la culpabilité. Quand les gens vont faire du tri, ça va être déjà la culpabilité liée au gaspillage. Gaspillage en termes de j'écris un déchet. Ça t'arrive, je suppose, de jeter des choses qui sont pas recyclables et qui sont pas donnables ou réparables. Oui. Comment tu gères cette culpabilité ? J'avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas ressenti parce que comme je suis minimaliste depuis longtemps, je jette beaucoup moins et j'essaye de faire un maximum de tri, ne serait-ce même que dans les déchets que j'ai habituellement, plastique, carton, verre, etc. La culpabilité, je la comprends, je l'ai eu quand j'ai fait des erreurs d'achat, beaucoup.
Je me disais, oh punaise, mais pourquoi j'ai acheté ce truc? En plus, moi, je devais m'en débarrasser. Je sais pas trop où le mettre. Mais en même temps, c'est pas revendable, donc faut que je le jette. La honte, entre guillemets. Toi qui prônes certaines valeurs, tu vas jeter des trucs derrière. Pas ouf. Après, je pense qu'au début, tous les gros tris passent quand même par du gaspillage, malheureusement. Ouais. Je me demande même si c'est inévitable. De toute façon, ça a été consommé, on a déjà gaspillé du temps, de l'énergie, de l'argent, des ressources mentales, enfin tout ce qu'on veut Oui, il a pour été cet produit, objet. de toute façon. Voilà, c'est un peu triste de dire ça, mais c'est trop tard déjà, quand on s'en rend compte. Donc, autant faire qui est le mieux sur le coup. Donc, s'il y a des matières qui sont recyclables dans l'objet, on essaye de les scinder, de les trier au mieux. Si c'est pas faisable et que vraiment l'objet, on peut plus le revendre, pas le donner, il sert plus à rien, ma foi, il faut jeter. Au bout d'un moment, on va pas non plus, comme t'as dit, créer une poubelle chez nous pour ça. Et du coup, le remède à la culpabilité qu'on a ressentie à ce moment-là, c'est de s'en souvenir, d'apprendre une leçon et de plus le refaire. Comme ça, en fait, il y a plus cette sensation de culpabilité qu'on a eue lors peut-être du premier tri ou autre. Et puis moi, je pense que quelque part, cette culpabilité, en tout cas, moi, elle a été très salvatrice. D'avoir cette honte-là, je pense que ça m'a tellement piqué C'est ça. que ça a changé à tout jamais ma manière de consommer. Et tu vois, pour déculpabiliser ceux qui écoutent, en fait, faut se dire, on est des individus, on fait des choix, des fois on se trompe, on reste des humains, il n'y a pas de manuel, enfin on fait déjà ce qu'on peut, et quand on est dans une démarche minimaliste, écolo, etc., on est déjà sur une voie plus vertueuse. Il faut se dire qu'il y a des entreprises derrière qui jettent sans aucune peine énormément de mobilier qui a à peine servi, des matériels, des fournitures, que sais-je, des métaux, j'en sais rien, fois de manière très honteuse, et ben pour autant, ils dorment sur leurs quatre oreilles et il se passe rien. Donc à un moment, il faut se dire que, ok, on fait de son mieux, mais il faut pas non plus se blâmer tout le temps, parce qu'on fait déjà beaucoup d'efforts. Et par rapport à la culpabilité des choses qui t'ont coûté cher, j'ai acheté, j'en sais rien moi, ce vélo qui m'a coûté un bras, sauf que j'en fais plus depuis 10 ans. C'est quoi ton approche là-dessus? Là, j'ai plus de mal parce que comme je fais vraiment attention à ce que j'achète, quand je me suis quand même gourée, là, ça me fait mal au cœur. Quand c'est quelque chose qui a encore beaucoup de valeur, en général, on arrive quand même à le revendre. Après, jamais au prix, donc on paye le prix de la leçon. Alors, moi, je me dis toujours, tant pis, j'aurais appris un truc dans l'histoire. Mais bon, ça fait vraiment mal au cœur. Après, c'est comme tout, hein. Comme t'as dit, le mieux c'est de se poser avant d'acheter, surtout quand ça coûte cher. Moi récemment, je donne un exemple, je voulais m'acheter un vélo électrique parce que j'habite pas loin de mon travail. Je me suis dit, mais en fait, trop bien, plus besoin d'utiliser la voiture, je prends le vélo électrique. Un vélo électrique, comme je voulais, ça coûte entre 1500 et 4000 euros. Aujourd'hui, j'ai une épargne de précaution, j'essaye d'acheter une maison. Et c'est mon plus gros projet que j'essaye de concrétiser. Mettre 4000 euros dans un vélo électrique, avec le recul, même si j'en avais très très envie, c'était pas la bonne solution pour moi à ce moment-là, parce que pourquoi me priver de 4000 euros d'épargne alors que j'ai envie d'acheter une maison. Franchement, pendant des semaines, je regardais tous les vélos. Je suis allée même faire des devis dans des magasins et tout. Je voulais absolument l'acheter. Et je me suis ravisée parce que j'ai remis mes priorités en ordre, même en étant minimaliste depuis des années. J'ai failli craquer sur un gros achat. Aujourd'hui, je me rends compte, parce que du coup, j'ai pris un petit vélo normal, musculaire, classique, que quelqu'un m'a prêté, qu'en fait, je l'ai utilisé à tout casser cet été 10 fois. Donc j'aurais été vraiment embêtée d'avoir payé le gros vélo électrique et tout le truc très très cher pour peut-être rien. Donc des fois, il faut vraiment juste se questionner plus en profondeur, quoi. Ouais, tu vois, c'était ma question d'après, t'as répondu, c'était là-dessus, sur comment être sûr que c'est la bonne décision et pas un achat impulsif. En gros, c'est repenser c'est repenser à ce qui est essentiel pour toi, quoi. Qu'est-ce qui est essentiel? Bon, c'est pour le moment, c'est l'épargne, c'est essayer d'avoir accès à la propriété. Et forcément, tout ce que tu peux mettre ailleurs de grosses sommes, ça ne fait que t'éloigner de ça. Donc voilà, peut-être que plus tard, en fait, la nouvelle priorité, ce sera non, d'aller au travail rapidement. Voilà, oui, c'est ça, chaque chose en son temps. Ça deviendra peut-être ça. Mais en fait, dans la réalité, il faut se dire, déjà, si là, à l'heure actuelle, je fais déjà pas de sport et en plus de ça, je n'utilise jamais de vélo, je vais pas du jour au lendemain, normalement, m'y mettre, quoi. Donc pourquoi vouloir acheter cette image par rapport à cet objet-là, quoi. Moi, je rajouterai un dernier truc sur les trucs chers. Si justement tu avais acheté ce vélo et que là tu te rendais compte que voilà, t'as envie de récupérer un peu tes billes, mais que t'oses pas parce que t'as quand même mis 2000 balles dedans. C'est que de toute façon, malheureusement, c'est un petit peu comme ce qu'on a dit pour les déchets avant.
les sous ils sont partis, ils ne sont C'est ça, plus là. c'est trop tard. Donc les gars, voilà, dommage. Donc le fait de le garder, ça va pas te faire revenir l'argent. Tu ferais mieux de le vendre si tu peux encore. Et puis en plus c'est super culpabilisant parce qu'à chaque fois que tu passes, imagine si tu avais ton vélo là, dès que tu passes par ton garage pour repartir Ça de aurait chez été toi, pire. tu le vois dans un coin. Ah, horrible, Et torture. ah ouais, t'imagines. Donc franchement, oui, ça a coûté cher. Oui, tu retrouves pas tes billes parce que tu vas pas le revendre au même prix. Mais voilà, le prix de la leçon. Alors ça, je le retiendrai, c'est le prix de la leçon. Faudrait que je le sorte aux enfants de temps en temps. On arrive déjà à la fin. Faudra qu'on refasse d'autres. Je voulais qu'on finisse sur une dernière question, alors qui est un peu particulière pour toi, qui est dans le minimalisme depuis très longtemps. Mais ça, c'est une autre question très classique. Là, tu vois, j'ai fait les grands classiques. Si ce format-là plaît, on pourra se reparler, faire des trucs un peu plus pointus. Comment convaincre les personnes de ma famille qu'il va falloir que je veux qu'on en ait moins et qu'on consomme moins, voilà. Au début, t'es un peu l'extraterrestre. Tu parles de minimalisme. Quoi ce truc personne ne connaît. Autour de moi, personne ne s'intéressait. Mais j'ai appris à nager avec le courant et à me dire, il y a pas tout le monde qui va à la même vitesse. Il y en a qui sont pas prêts à sauter dans le bain, ils auront pas le déclic tout de suite. Et en fait, c'est pas grave. Je cherche pas non plus à convaincre tout le monde tout le temps. Mais pour les personnes avec qui je dois vivre, donc là c'est mon conjoint, déjà il est informé de la démarche. Je pense que déjà dans un couple faut communiquer, déjà de base. Donc c'est mieux de savoir ce que l'autre pense sur les questions importantes de la vie, notamment les possessions. Donc il sait que je suis pas dans une logique d'accumulation, mais je l'ai jamais forcé à trier ses possessions. Et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est juste en montrant l'exemple. Donc à force de voir que moi je triais des choses, que j'arrivais à économiser plus d'argent, ça l'a incité à faire de même. Et donc aujourd'hui il est super content parce que ses finances s'en portent bien. Il a pris certains de mes réflexes, pas tous, et c'est pas grave. Mais je pense que le principal, c'est vraiment de se fixer des petites limites, on va dire. Pour moi, l'intolérable, ce sera ceci, pour lui, ce sera cela, dans les deux extrêmes, et de se dire, par compromis, respect pour l'autre ou autre, on va essayer de composer avec tout ça, quoi. Merci Julia pour tous ces conseils, merci d'avoir joué le jeu. À toutes ces questions, c'est passé très très vite. Si les gens aiment bien ce qu'ils entendent quand ils t'entendent parler, et c'est nul doute ce sera le cas, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors tout comme toi, des contenus sur Internet, notamment YouTube. Je pense que c'est ma plateforme principale. J'aime bien parler de minimalisme là-bas et frugalisme, et un petit peu sur Instagram pour échanger avec ceux qui le veulent, donc n'hésitez pas à nous répondre sur Instagram directement. Posez vos petites questions pour les prochains épisodes. Écoute, je mettrai de toute façon tous les liens dans la description, comme ça on pourra aller voir ta chaîne YouTube, parce que moi je suis sur YouTube mais c'est nul, il n'y a pas de vidéo, donc c'est vraiment... Faut s'y mettre. Ouais, faut s'y mettre. C'est peut-être mon challenge 2025, on verra. Ah. En tout cas, toi, on peut voir ta tête, c'est un petit peu plus vivant. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller t'écouter sur YouTube, parce que vraiment c'est hyper pertinent ce que tu dis. Donc voilà, merci d'être venu, et puis on va peut-être pas attendre un an pour que tu reviennes cette fois-ci. Ah ouais, avec grand plaisir. Notez le podcast d'Hélène, mettez 5 étoiles sur sur les plateformes pour la remercier. Et puis oui, on se revoit bientôt. Avec grand plaisir. C'est cool. Merci Julia, bonne soirée à toi, à très bientôt. Salut. Et voilà pour l'épisode du jour. Merci d'être allé jusqu'au bout. S'il vous a plu, merci de m'aider à faire plaisir à l'algorithme de votre plateforme d'écoute en mettant des étoiles, des commentaires ou en partageant avec des proches. Je vous invite également à vous balader en description pour télécharger mes ressources gratuites comme la fiche méthode de l'épisode, ma liste de 20 défis tri et ma checklist de tri. Vous pouvez aussi vous préinscrire pour le prochain programme d'accompagnement au tri. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.